présentation et aussi pour cette invitation où je vais continuer la question ouverte par Juliette Tray sur la provenance, mais en m'attachant à la question de la provenance et du contexte des objets archéologiques. Cette question des provenances, en fait, a évolué. L'intérêt pour cette provenance a évolué selon le temps, puisqu'on pourrait dire en simplifiant qu'au tout départ, au moment de l'ouverture du musée, l'intérêt se portait surtout sur les derniers propriétaires des œuvres, sur ces aristocrates prestigieux qui avaient constitué ces collections en galerie, ou aussi ces savants bourgeois qui, au XVIIIe, devenaient de plus en plus importants, autant de provenances prestigieuses qui constituaient le pédigré de l'œuvre et qui en faisaient le prix. Mais cet intérêt pour la provenance a évolué en fonction de l'étude aussi de ses propres objets, et l'intérêt s'est déporté ces dernières années au XXe siècle sur les premiers propriétaires des œuvres, sur les inventeurs ou découvreurs des objets archéologiques, pour être justement au plus près de la question de la provenance archéologique de ces œuvres. Cet intérêt pour la provenance se comprend aisément et est toujours d'actualité, tout d'abord pour justifier de la légalité et de la correction de la bonne acquisition. Et on peut rejoindre ici des problématiques qui concernent aussi ces objets liés pendant la Seconde Guerre mondiale et cette vigilance qu'il faut toujours avoir pour ces objets qui peuvent venir du marché noir ou surtout de fouilles clandestines. Mais cet intérêt pour la provenance s'attache aussi à des raisons scientifiques et historiques. Et en effet, l'étude des objets archéologiques et surtout des objets grecs ces derniers temps s'est attachée à la caractérisation de production artisanale, à la détermination d'ateliers et nécessite du coup d'avoir une connaissance précise de la provenance de l'œuvre, de lieu de découverte, à distinguer bien sûr du lieu de fabrication, mais des questions étroitement imbriquées et extrêmement liées à l'origine même, à la première découverte de l'objet. C'est aussi la question, par exemple, sur la fonction et la signification de l'œuvre qui ne font pas l'économie de la connaissance du contexte précis premier, funéraire ou sacré dans lequel les œuvres ont été trouvées. Mais dans un musée historique comme le Louvre, dans un musée des Beaux-Arts qui s'ouvre au XVIIIe siècle, le contact direct avec cette provenance archéologique a été le plus souvent perdu. Le plus souvent perdu, ignoré, ou on pourra même se poser la question, caché. En tout cas, une provenance radicalement différente de celle qu'on peut trouver pour des objets qui proviennent de musées de sites ou de musées archéologiques. Et effectivement, pour un département d'antiquité classique comme le département des antiquités grecques, étrusques et romaines, la plupart du temps, les objets ne proviennent pas de fouilles, à la différence par exemple du département des antiquités orientales, créé ultérieurement. Il y a évidemment quelques exceptions, comme des fouilles menées par l'école française d'Athènes en Turquie à Myrina dans les années 1880, qui ont abouti au Louvre, ou alors les œuvres provenant par exemple de la campagne menée par le corps expéditionnaire d'Orient en 1915, précisément documentée d'un point de vue archéologique. Mais à part ces quelques cas particuliers, le plus souvent, les œuvres ne sont pas venues directement au musée et sont passées entre les mains de collectionneurs privés ou des marchands. Autant d'objets qui se trouvent, au fil de leur histoire, le plus souvent isolés, séparés de leur contexte premier. Et cela est peut-être encore plus particulièrement vrai pour la deuxième moitié du XIXe siècle, qui a été une époque essentielle pour la constitution du département archéologique. En effet, dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, à partir du Second Empire, sur lequel on va plus particulièrement se pencher, on peut dire que les fouilles se multiplient dans tout le bassin méditerranéen, des fouilles le plus souvent clandestines et anonymes. Par exemple, il y a le cas de figure singulier et connu de celui de Tanagra, un site en Grèce, qui a dévoilé de nombreuses figurines qui ont connu un fort engouement et qui ont multiplié donc, les fouilles clandestines dans cette région à partir de 1870. Qui dit fouilles clandestines ou fouilles anonymes, dit ensuite aussi une multiplication des intervenants qui vont être difficiles à identifier et à cerner, et même sur une certaine opacité de l'approvisionnement, en tout cas de la source première. Parallèlement, de l'autre côté de la chaîne, l'intérêt pour la Grèce antique se démocratise aussi à cette époque, et on voit les collectionneurs de plus en plus nombreux, anonymes, qui se plaisent à acquérir quelques œuvres pour décorer leur salon, acquisitions qui se font chez les marchands, mais aussi en vente aux enchères, un contexte plus anonyme où les intervenants et les collectionneurs se multiplient.
La multiplication des protagonistes est aussi une multiplication de la demande, et on voit un marché qui s'emballe dans cette deuxième moitié du XIXe siècle, avec des antiquaires de plus en plus nombreux. L'étude des bottins commerciaux, même rapides, montre un accroissement constant et régulier de ces enseignes, et des réseaux de marchands de moins en moins spécialisés, donc qui s'intéressent moins à l'aspect premier, à l'origine, mais plutôt à l'aspect décoratif de certains de ces objets. Les nombres de ventes aux enchères aussi se multiplient. Des ventes aux enchères qui sont au début assez spécialisées, des collections d'antiques ou des fonds antiquaires qui sont vendus, mais qui après vont présenter dans de nombreuses ventes aux enchères quelques antiques parmi d'autres objets, d'autres antiquailles, d'autres peintures, et effectivement le programme de recherche qui est aujourd'hui dirigé aussi par Cécile Colonna permet aisément de le voir. Donc des contextes, vous voyez, qui brouillent la provenance, d'autant plus que le contexte politique, institutionnel, est aussi un élément marquant dans cette période qui voit les pays où les fouilles pourtant se multiplient être de plus en plus soucieux de la protection de leur patrimoine. C'était déjà la Grèce depuis sa libération en 1827, mais qui progressivement prend des mesures, tout d'abord pour surveiller, contrôler, encadrer les fouilles sur le propre terrain, et puis aussi d'être soucieux de l'exportation de ces œuvres et qui met une certaine série de réglementations pour limiter la sortie du territoire de ces œuvres et l'expropriation de ces œuvres. C'est le cas en Turquie, plutôt à la fin du XIXe siècle, et puis aussi le contexte singulier de l'Afrique du Nord, qui sont autant de contextes qui, en même temps qu'ils réglementent, vont susciter des voies parallèles, des voies de marché qui vont, elles, être officieuses, opaques et, pour dire, clandestines. Cela s'inscrit dans un contexte aussi où la rivalité entre les musées européens et même occidentaux est à son comble, des musées qui s'enrichissent d'un point de vue scientifique, mais qui s'enrichissent aussi matériellement de la multitude de ces œuvres qui arrivent, et dans un climat du coup de rivalité et de tension où chacun veut essayer de ne pas perdre la partie, de continuer à s'enrichir pour montrer aux savants, aux visiteurs, un certain nombre d'objets avec cette mission des conservateurs qui est dans leur mission première, l'enrichissement des collections et les acquisitions. Donc une mission qu'ils se doivent aussi d'honorer en faisant comme ils peuvent, on va le voir, avec des budgets restreints et avec ces œuvres qui arrivent. Donc vous voyez un contexte particulier où la provenance réelle des œuvres se perd peu à peu dans le contexte sinueux, aussi bien géographique, financier et politique. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir sur quoi on peut s'appuyer pour essayer de redécouvrir cette provenance qui se cache et quel est le lieu qui permet de retrouver l'origine de ces œuvres. Alors, pour le musée, il y a ce moment donc, de l'acquisition. Le moment de l'acquisition et ce moment de passage d'un monde à l'autre, fermé, opaque des circuits ou des intérieurs, privé des intérieurs, à la présentation publique au Louvre et à l'inscription de cette démarche d'acquisition dans une démarche institutionnelle. Et les archives sont le lieu idéal pour documenter ce moment-là, mais aussi un lieu idéal pour cerner un moment d'une acquisition officielle qui se doit d'être justifiée, alors même que nous avons vu la réalité du terrain est à l'opposé même de cette logique. Et on voit l'affrontement donc des règles administratives aussi qui se mettent en place à ce moment-là, des missions des conservateurs et ce marché emballé qui est fait de zones d'ombre et de zones opaques. Alors, c'est là où il est intéressant de se pencher sur les archives, puisque comme il a été rappelé à plusieurs reprises, les archives sont les documents constitué d'un organisme public, le musée, résulte de son activité, organisée en fonction de celle-ci et conservée en vue d'une utilisation future. C'est-à-dire des papiers, des archives institutionnelles, dans un premier temps. Alors, que peuvent nous dire ces archives? Et on va le voir ensemble que ces archives disent autant sur la provenance des œuvres que sur l'institution elle-même, et qu'il faut étudier, analyser aussi bien l'institution que les informations qui peuvent en être, les mettre en perspective, les analyser pour essayer de comprendre le fonctionnement du musée, le fonctionnement du marché et retrouver la trace du parcours de ces œuvres. Alors, dans les archives, on va s'attacher à ces documents aussi, triés, choisis, comme le rappelait Geneviève Profit ce matin avec la citation de Derrida. Donc il y a, par exemple, les arrêtés.
donc les arrêtés autour de l'acquisition. Il y a aussi les procès-verbaux du conservatoire, et puis à partir de 1879 du comité consultatif des musées nationaux, puis en 1896 des conseils des musées nationaux. Vous voyez ces instances collectives et collégiales qui doivent statuer sur ces acquisitions, c'est-à-dire les étudier, leurs raisons, leurs justifications, leur intérêt, et aussi, on peut imaginer, leur légalité. Il y a aussi les livres de la comptabilité, registres et mémoires, qui, vous allez le voir, ont un intérêt, ou les inventaires également, qui sont des archives qui permettent de lire à une date donnée l'entrée d'une œuvre et le propriétaire ou le précédent propriétaire qui est attaché. Dans ces documents, donc, sont consignés, a priori, idéalement, toutes les informations qui nous intéresseraient. Et entre autres, donc l'identité vue du vendeur, l'origine de la pièce, son coût aussi. Mais même sans chercher au-delà de la première donnée officielle, il y a quand même des informations à mettre en perspective. En effet, par exemple, quand il y a la notation d'un lieu pour un objet archéologique, et c'est souvent le cas, s'agit-il de la notation du lieu donnée par le vendeur ou déjà d'une provenance proposée par l'acheteur? Puisqu'en effet, on le voit au moment des conseils, des conservatoires, les conservateurs justifient et attribuent souvent une œuvre qui leur est proposée. Elle est intéressante parce qu'elle provient de tel site. Et ce travail d'expertise, il est déjà entamé au moment de la proposition. Donc, il peut être consigné à ce moment-là, mais cette expertise scientifique peut ensuite être mise en cause et des provenances anciennes peuvent être réattribuées par la suite. C'est le cas par exemple des vases grecs où certains sites connus comme Cervetri ou Caéré, connus au XIXe siècle, sont systématiquement nommés alors qu'ils sont aujourd'hui remis en cause parce qu'il y a une pluralité de sites beaucoup plus importante. Il y a aussi des provenances, quand elle est donnée par le vendeur, qui bien sûr sont données de manière arbitraire pour en rehausser le prix. Et il est rare qu'une figurine entrant au musée du Louvre dans les années 1875-1880 n'ait pas comme origine Tanagra de manière systématique, alors qu'il y en a aussi produites en Italie de moins belle facture, mais avec une provenance réelle qui, elle, n'est pas forcément donnée. Donc on a, vous voyez, des informations qu'il faut mettre en perspective, mais il y a aussi, surtout, ces archives qui reflètent la réalité administrative de l'institution et qu'il faut interroger. Alors, la voie officielle pour une acquisition, c'est une proposition du conservateur qui est discutée lors donc, de ces différents comités que j'ai déjà pu vous citer, une décision collégiale qui est systématiquement requise quand parfois il faut aller vite ou quand une personnalité manque, systématiquement un papier écrit lui est demandé. On voit ainsi les archives comportant énormément de télégrammes, avec juste des oui et des non qui en fait sont autant de télégrammes qui sont faits au moment d'une acquisition lorsqu'un des conservateurs ne peut pas. Donc la réalité administrative, mais aussi la réalité financière, qui, vous allez le voir, va très vite conditionner les acquisitions. Évidemment, le budget est toujours restreint, le budget est toujours insuffisant. Cela ne change pas. C'était déjà le cas au XIXe et les conservateurs ne cessent de s'en plaindre. Ainsi, Ravesson, en 1874, qui au fil des comités se plaint de la présence, de l'insuffisance chaque jour croissante du budget. Et les règles d'utilisation du budget vont être aussi particulièrement discuté et mis à mal. Entre autres, selon le décret du 31 mai 1862, réaffirmé le 18 décembre 1873, il y a la règle de comptabilité publique qui veut que le budget à utiliser dans l'année, qu'il ne peut être reporté. Quelque chose que nous connaissons encore. Les sommes donc ne peuvent n'être ni annulées, mais ni accumulées pour une réserve, qui permettrait d'avoir un budget un peu plus conséquent pour des ventes ou des acquisitions exceptionnelles. Et effectivement, il y a aussi ces moments pressentis par les conservateurs où il serait nécessaire d'en avoir. L'exposition universelle, par exemple, de 1878, où beaucoup d'antiques sont présentées, où il y aurait des occasions, mais où malheureusement la Chambre refuse de voter un budget exceptionnel. Plus pernicieux et qui se répète d'année en année, très souvent les sommes sont utilisées entièrement en début d'année, au moment des acquisitions, et malheureusement, elle commence à manquer les 6 premiers mois écoulés, et c'est ce dont se plaint l'un des conservateurs antiques, Euzet, en 1878, où on peut voir dans la consignation du comité qu'il est dit « Monsieur Euzet fait remarquer que c'est toujours vers la même époque, au milieu de l'été, que des marchands venus directement de Grèce se présentent au Louvre, porteurs d'antiquités, qu'il est alors bien difficile d'acquérir, puisque les fonds d'acquisition se trouvent en grande partie dépensés.
mais ils ont souvent consenti à les laisser au musée jusqu'à l'ouverture d'un nouvel exercice, donc le janvier suivant, lorsqu'ils savaient que les objets avaient été jugés favorablement. Et il importerait de ne pas renoncer à cette manière de procéder, qui n'engage en rien le vote du conservatoire, mais qui lui réserve la liberté d'acheter. C'est-à-dire que là, ce que le conservateur demande et souhaite, c'est qu'en commission, même s'il n'y a pas d'argent, l'acquisition possible soit discutée, acceptée, promesse est donc donnée au vendeur qui peut laisser son œuvre en dépôt le temps que financièrement le musée puisse l'acquérir. Et c'est ainsi du coup que les achats se retrouvent reportés l'année suivante. C'est aussi le fait qu'en début d'année, tous les budgets sont très vite soldés puisqu'il y a les acquisitions antérieures à solder. Alors, vous voyez déjà que sur la question de la date d'entrée dans le musée, il y a une petite latitude. Le moment où l'œuvre est montrée au conservateur, discutée en comité et puis finalement acquise. Ainsi, lors du comité du 8 janvier 1874, M. Ravesson rappelle que le conservatoire s'est engagé à solder sur l'exercice de 1874 l'acquisition faite l'année dernière, sur sa proposition personnelle, d'un lot de terre cuite et de vases venant de fouilles faites à Athènes. Il le prit en conséquence de régulariser cette acquisition en ordonnant le paiement. Mais si le calendrier peut être ainsi un peu négocié, il faut quand même que le vendeur de l'œuvre soit payé. Il est payé donc avec retard, et souvent à un moment donné où il est déjà reparti. Où le musée se trouve dans la nécessité de payer à l'étranger, ce qui ne lui est pas permis. Et effectivement, il y a cette codification progressive où aussi, et c'est important, le musée ne peut pas acheter à l'étranger. Manière de limiter l'appropriation d'œuvres à l'étranger, mais vous voyez qu'il n'y a pas besoin de ça, puisque vendeurs, touristes, marchands ne cessent d'affluer au Louvre pour proposer des œuvres. Il y a donc ces contraintes dans un cadre administratif qui, je vous rappelle, aussi dans les pays étrangers est de plus en plus contraint. C'est comme ça qu'un marchand, qu'un collectionneur écrit au conservateur en disant « J'ai préféré subir moi seul cette perte », c'est-à-dire le fait de vendre un peu rapidement et de ne pas pouvoir négocier l'œuvre, plutôt que de répéter l'action, car mon frère, c'est non seulement au risque de sa bourse et de sa liberté, mais de sa vie même qu'il arrive à l'acquisition d'abord, et autrement plus difficile et coûteux, à l'expédition ensuite de ces objets dont la saisie est mise à prix, et les raguses de la gendarmerie et de la douane ont centuplé aujourd'hui de vigilance. Vous voyez, c'est le monde contraint. Donc, il y a ces acquisitions à faire et ces vendeurs à rétribuer dans un contexte surveillé des deux côtés. Et le Louvre se trouve ainsi contraint alors même et ne peut répondre aux fluctuations du marché, alors même que, je vous rappelle, ce climat d'emballement où ces acquisitions, il y a des découvertes, des nouveautés qui se voient en salle des ventes, dans les expositions universelles aussi, où dans un cadre privé il y a beaucoup plus de latitude et où le musée se demande toujours est-ce que nous pouvons suivre, que devons-nous nous montrer au public dans les salles. Et c'est là qu'on voit petit à petit se mettre en place un certain pragmatisme, on va dire, du musée, de la conservation, pour essayer quand même de répondre, et des modalités un peu officieuse. Alors, le Louvre ne peut donc pas payer avec célérité, il lui faut donc trouver des moyens d'avancer l'argent à ces vendeurs qui sont de passage. Et effectivement, des banquiers vont avancer de l'argent, devenir propriétaires des œuvres et ensuite les revendre au Louvre. Et là, on a une autre difficulté, c'est que vous voyez que la date va être modifiée très souvent en fonction des exercices, mais la question du nom même du vendeur va être modifié, puisque un banquier va se substituer à l'acheteur. Un banquier, c'est-à-dire en fait un financier qui va avancer l'argent. C'est ainsi qu'en reprenant les sources et en reprenant la provenance de nos objets, je me suis rendu compte que le nom de Dosser, par exemple, venait un nombre considérable de fois. Il était donc pour nous un collectionneur important ou au moins un marchand. En fait, l'étude a montré qu'il s'agissait justement d'un banquier. C'est un peu comme si, tout d'un coup, on se mettait à noter BNP, Crédit Agricole sur tous nos cartels parce que ce serait celui qui a avancé l'argent. Et il y a donc toujours une personne à rechercher derrière. Et ce processus qu'on devine en regardant, en lisant les archives, est finalement, à mon grand plaisir, explicitement donné dans une lettre
d'un marchand en 1913, alors que dès 1879, on le voit vraiment mis en place et on voit ce nom de Dosser qui explique. Et c'est là une autre particularité à donner, c'est qu'a été évoqué donc ce matin le choix d'un archive, le tri et son classement. Et donc, quand on regarde les arrêtés, quand on regarde les commissions, vous voyez, il y a quelques indications qui nous laissent deviner les procédures, mais assez peu. En revanche, parce que justement parfois mal rangées, il y a des cotes assez intéressantes, comme par exemple parfois, et pour certaines personnalités, des cotes de carrière, les cotes personnelles, auparavant au 30, qui sont aujourd'hui 2014 044 de 1 à 153, ou là, de 1 à 53, où on peut retrouver donc les dossiers des conservateurs. Et pour certains, dont Edmond Potier par exemple, il y a quantité de documents qui ont été assemblés dans cette pochette, et de correspondances en particulier, ou de cartes de visite. Et c'est là où on commence à mieux comprendre les relations nouées par les conservateurs et ces différentes personnalités. Donc on a une lettre, finalement, très explicite. Donc quand on se met à dépouiller les archives à partir de 1850, 1913 paraît très loin. Donc, mais on a au moins la satisfaction d'avoir la description de ce qu'on a pressenti, où il est dit « J'ai bien pris note de votre récente lettre au sujet de l'époque possible de régularisation et de paiement ensuite, à propos des terres cuites antiques. » Ce sont des étrangers dont le français peut parfois être un peu... Puisque je dois rester dans l'incertitude à cet égard, jusqu'à l'époque où je devrais quitter Paris, je me suis informée pour savoir s'il n'existait pas à Paris, comme cela existe à Londres notamment, quelques personnes acceptant d'avancer les fonds en se faisant substituer au vendeur. Là, c'est assez amusant puisque finalement, ce vendeur propose au conservateur quelque chose qui est mis en place depuis un certain temps. J'ai appris ainsi qu'un banquier, Dosser, 5 rue de Lille, faisait les avances à la condition d'être connu propriétaire des objets dont la proposition doit être faite et recommandée à l'acceptation du comité pour prix convenu. Je suis d'ailleurs fondée à croire que vous avez déjà eu l'occasion d'accepter la substitution de M. Dosser pour faciliter des opérations de ce genre. Dosser écrit d'ailleurs selon une graphie qui n'est pas celle qu'on retient. Je vous serai gré de bien vouloir me délivrer, si la chose est possible, une déclaration portant que vous retenez bien les objets antiques dont il s'agit pour en proposer et en recommander l'achat à 975 francs au comité du musée dans une des premières réunions de l'année 1914, de la part de M. Dosser dont ces objets sont la propriété. Le faisant, vous m'obligerez beaucoup car je dois réunir toutes mes ressources pour la tournée d'achat que je vais faire prochainement. Vous voyez aussi, donc il y a la saisonnalité de ces venues, et puis il y a ces exigences et besoin de toujours vendre pour acheter, et cet emballement régulier du marché. Une autre lettre, un peu plus tard, le confirme. D'après les renseignements que vous avez bien voulu me fournir par votre lettre, ce samedi 18-10, un samedi, j'ai conféré avec M. Dosser, banquier rue de Lille. J'avais mal interprété la condition énoncée par M. Dosser. Ces conditions reposent en effet sur le vote préalable du comité. Après cela, peu importe à M. Dosser que le paiement soit effectué dans tel délai à la convenance de l'administration du musée. M. Dosser ne voit pas d'inconvénient pour ce qui le concerne à ce que ce paiement soit ensuite différé jusqu'à l'époque où des crédits disponibles sur le budget de 14 permettraient de le faire. M. Dosser signerait alors la facture mémoire établie à son nom et attendrait autant qu'il serait nécessaire son mandat de paiement. Et effectivement, il est dit ensuite, j'informe M. Galbrin, qui est le trésorier, que je cède les 5 pièces pour le comité Dosser. Vous voyez donc que la facture mémoire, tous les documents officiels qu'on retrouve dans les archives ne sont pas au nom auquel on s'attend et ils cachent cette identité première. L'identité première, elle nous importe pour ensuite rechercher si, là, le redon en question est un simple marchand. Regarder dans des archives aussi en Grèce pour voir, et certains ont eu des autorisations de fouilles qui nous permettraient ainsi de remonter peu à peu à la provenance directe de l'objet. Et puis effectivement, on trouve dans les cartes de visite ou dans les lettres, après, beaucoup de courriers où il dit « Dosser est mon représentant, je cède mes œuvres à Dosser ». Alors là, on est dans un cadre qu'on peut comprendre, qui est celui donc des négociants et ou des financiers. Mais il y a d'autres cas de figure où on découvre des personnalités, ou plutôt des métiers qu'on n'attendait pas. Ainsi, en 1895, une acquisition est faite à un certain M. Albouy. Évidemment, on cherche, on tente de constituer un répertoire des donateurs et des marchands, dont on se demande, et on voit une lettre de Villefausse, donc un conservateur du département des Antiques, dire « Léontides, là c'est un grec, me répond qu'il faut payer et par conséquent faire les états au nom de M. Albouy, 6 rue Buffo, dont la carte est ci jointe. » Et là, la carte de visite nous indique que M. Albouy est propriétaire, Grand Hôtel Lafayette, 6 rue Buffo, vue sur les rues Lafayette et le Faubourg Montmartre, chambre et appartement pour famille. Vous voyez que là, le vendeur qui propose une œuvre de voyage demande au loup finalement de payer son hôtel, qui lui a avancé l'argent. Il y a aussi le
Leleu, qui est fabricant de chocolat à 8 rue du Louvre. Donc effectivement, il est noté dans un courrier adressé à M. Potier par un certain Stéphanos: « Je viens vous prier de bien hâter autant que possible le versement de la somme de 1500 francs, montant de ma vente au musée depuis le mois d'août dernier. Vous vous rappelez que le mandat doit être livré au nom et à M. Leleu, fabricant de chocolat, 8 rue du Louvre. » Donc petit à petit se constitue aussi, et c'est intéressant, d'ailleurs un autre sujet de recherche sur lequel on réfléchit, qui est l'économie autour du Louvre de Paris, et finalement l'imbrication du musée, de ces agents, dans une géographie parisienne. Il y a aussi des noms dont la réalité même ou l'existence peut se poser. Ainsi, un certain Rousseau, qui apparaît très souvent et sur une période très très longue. Et finalement, c'est autant de noms que nous avions pointés que nous recherchions. Et il est noté, par exemple, en 1857, une somme de 473 francs sera ordonnancée au nom de M. Rousseau. Et puis suit une liste de 5 objets, et à l'intérieur de ce document plié, on retrouve une autre fiche, où là il est noté « à rembourser à M. Lomperrier, objet payé en 1856 et 57 ». Là, un conservateur du Louvre, qui en fait a avancé lui-même l'argent de certaines acquisitions pour effectuer. Et il est noté en 1863, vous voyez l'étendue de la période chronologique pour ces qu'il est noté. Je vous prie de vouloir bien faire rechercher les prix qui ont été payés à M. Richetti, un marchand de Venise, par le surintendant lors de son dernier voyage en Italie. M. Massonnet m'avait fait plusieurs fois promettre de me les donner. Il a peut-être fait passer la dépense en remboursement sous quelques noms étrangers, comme il se servait d'ordinaire de Rousseau pour faire acquitter les bordereaux de remboursement. Morand doit savoir cela, c'est personne de trésorerie. Et les 3 articles sont effectivement un mercure en bronze, un petit bronze, le tout acquis auprès de Richetti de Venise par le surintendant. Vous voyez aussi cette chaîne qui relie petit à petit le musée à des provenances plus lointaines et sur place dans ce moment qui en fait est surtout imposé là par le calendrier toujours et ces questions d'avancement de frais à un moment donné, il faut le noter, où le système aussi de la banque, enfin des banques à l'étranger se met en place et se construit aussi à ce moment-là. Et puis il y a une autre manière de faire, c'est un peu le cas d'Alboui, qui était de faire appel à un commissionnaire, en fait, qui est l'argent que le Louvre doit au marchand en Grèce est remis en France à un tiers, qui finalement n'a rien à voir, mais à qui le marchand doit de l'argent sur place. On économise ainsi les changes et les droits de transfert entre les personnes et on résout la question de la distance. Donc le commissionnaire, d'après le petit Robert, était celui qui agit pour le compte d'autrui en matière commerciale, qui avance sur marchandises, avance en espèces. Et effectivement, une lettre de 1888 d'un marchand grec d'Athènes, Pésara, dit dans un français incertain: « Quand pour l'argent, après la décision, je vous écrirai où il faut le remettre, j'ai confiance absolue en vous. Il y a en Grèce des négociants qui font venir des marchandises de Paris et ils ont besoin d'envoyer de l'argent à Paris. Alors, il est bien facile à le donner à Paris, où je vous écrirai. » Vous voyez, plutôt que c'est des remboursements qui sont sur place pour des personnes qui commercent en Europe. Et c'est là où, au-delà de nos marchands d'antiques, on trouve des marchands de denrées alimentaires avec des noms grecs. Donc c'est vrai que nous, au début, quand on se rattachait à la provenance, quand il y avait une provenance donnée et qui était accolée à un nom grec, on se demandait si ce n'était pas une provenance plus certaine, en tout cas pas attribuée de manière un peu arbitraire par un collectionneur ici, par exemple Tanagra, mais qui connaissait le lieu d'approvisionnement, des provenances plus rares, comme celle de Corinthe, en disant c'est peut-être un marchand de Corinthe qui vient, et on prêtait foi à certains de ces noms qui en fait sont des noms de marchands grecs installés à Paris, depuis un certain sens, en contact direct, et qui pourtant en viennent à faire avec le Louvre. Et vous voyez donc que par rapport à la problématique de départ, la question de la provenance, elle n'est pas uniquement à rechercher dans les archives, mais à déceler dans les archives. Et que les archives se font pas uniquement montre pas uniquement la voie institutionnelle, mais aussi donne à voir une organisation interne, une organisation officieuse ou pragmatique qui ont été mis en place petit à petit, sachant que de temps en temps, et même assez souvent, ces pratiques donnent lieu finalement à une évolution de la réglementation ou de la manière de faire, et qu'il y a une clarification qui se fait progressivement, mais il y a vraiment cette urgence qui est très sensible dans l'ensemble de la correspondance et de la documentation et des comités, et cette course
face à des demandes qui sont très importantes. Et on rejoint aussi ce contexte particulier où on voit donc une multitude de personnalités notées sur nos inventaires, beaucoup plus, bien davantage qu'au début du XIXe siècle, bien sûr, où on a des collectionneurs identifiés ou des filières qui sont beaucoup plus claires. On a là une évolution qui est aussi le propre d'une dispersion des œuvres et d'une appropriation ou d'échanges qui se multiplient à une époque qui n'est pas encore mondialisée, mais qui est en tout cas largement européenne.